RCF Notre-Dame. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité habituel, Bertrand Trépeau, grand expert de la question viticole, puisqu'il est lui-même vigneron, président d'une association de promotion des vignobles sur les coteaux du Vitria, et en même temps responsable des marchés chez CDER et donc parfaitement informé de ce qui se passe dans le vignoble. Alors justement Bertrand, tout d'abord bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord Bertrand, à cette époque de l'année, là juste avant les vacances d'été, il est toujours intéressant de savoir dans quel état est le vignoble. Alors comment ça se passe dans les vignes, dans les galipes, comme on dit? Alors Hubert, ça avait plutôt mal démarré avec au mois d'avril, notamment pour les raisons climatiques qu'on connaît, du réchauffement climatique qui entraîne un réveil de la végétation très précoce. Et ben on a eu le risque de gel qui s'est concrétisé dans certains secteurs, très fort dans l'Aisne, aussi dans l'Aube, dans une partie de la Marne comme les coteaux Vitria, et qui a entraîné un grand nombre de bourgeons abîmés par ce retour brutal du froid, alors que les toutes premières et jeunes feuilles apparaissaient au niveau des bourgeons. Alors ça, c'était en avril. C'était en avril. Et on a parlé, la presse, qui aime bien annoncer les catastrophes, a dit moins 30% de potentiel. Oui, et de rappeler que c'était probablement dans le top 3 des années les plus gélives, les plus impactées par le gel. Alors ce qui est impressionnant avec le gel, c'est aussi le cas de la grêle, c'est que on doit se laisser du temps pour estimer ces dégâts. On peut pas 2-3 jours après avoir une juste estimation de ce que la vigne va donner, et on peut encore être surpris. C'est le cas, on a pas mal de retours de vignerons de ces secteurs lourdement touchés qui nous disent que ils ont quand même été surpris finalement par la capacité à rattraper du moins en partie ce gel sur certains pieds. Donc on croise les doigts, on espère que finalement on descendra dans le classement des années impactées par le gel. Il faut dire que depuis les choses se passent plutôt bien. On a eu les chaleurs du mois de mai quand même. La vigne adore la chaleur. La vigne adore la chaleur. Ça lui a permis d'aller vite aussi dans sa fleur. Et la fleur s'est globalement bien passée. Sans problème de chute d'eau. Donc on n'a pas eu de fleurs qui coulent comme on dit quand il pleut au moment de la fleur. Tout ça est plutôt bien, annonciateur d'une campagne qui pour le moment, croisons encore les doigts, se déroule sous de beaux auspices. Voilà, le reste ce sera l'économie qui nous le dira. Alors le reste c'est l'économie qui nous le dira, tout en sachant que d'ores et déjà on sait qu'on aura des vendanges précoces. Ah oui, ça vous avez raison Hubert, il y a quelque chose qui va un peu changer les vacances de tout le monde, c'est qu'on s'attend à avoir les vendanges parmi les plus précoces de l'histoire de la Champagne. On parle du 20 août, ce qui veut dire que les cas les plus exceptionnels vont probablement vendanger entre le 15 et le 20. Ça fera la une des médias. On le sait déjà. Oui, parce que ça risque d'être parmi les vendanges précoces, une des plus précoces. Exactement. Mais enfin, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y a juin et il y a juillet à passer, donc on ne sait pas trop, avec ces évolutions du climat, ce qui va se passer. Donc, vous l'avez esquissé, la question c'est l'économie. Alors l'économie, moi qui suis un observateur un peu lointain de tout cela, j'ai observer quand même des informations qui sont peut-être un peu préoccupantes. La première, c'est que il y a un report des paiements du raisin de 2025. Ce qui veut dire que le négoce qui achète le raisin, qui le paie en général en combien? 4 paiements? En 4 paiements. Qui sont les dates de ces paiements pour la vendange 2025, c'était? Eh bien, on va payer en décembre, on va payer en avril, en juin et en septembre. Donc en fait, 4 quarts pour régler le paiement des raisins par les maisons de Champagne qui achètent ce raisin. Et là, on entend dire que 2 échéances vont être reportées. Première information, on va y revenir. Deuxième information qui m'a préoccupé, c'est que on entend que des maisons de Champagne sont fortement endettées, qu'elles arrivent à l'échéance du remboursement de leurs dettes
et qu'au moment de rembourser leur dette, où elles avaient pris l'habitude de rembourser leur dette avec une nouvelle dette, il semblerait que les banquiers soient réticents. Et donc, du coup, ces maisons-là sont en difficulté. Et confirmation de la difficulté, on apprend qu'une certaine forme de dette qu'on appelle obligation, qu'elles ont dans leur bilan et qui leur donne de la trésorerie, certaines maisons de Champagne ont obtenu un report des échéances du remboursement des obligations qu'elles avaient souscrites. Ça veut dire quand même, au travers en particulier de la réticence des banquiers, une sorte de perte de confiance vis-à-vis de ces emprunteurs particuliers que sont les grandes maisons de Champagne. Oui, exactement, parce que la dette, en fait, il faut voir ça comme c'est une histoire de confiance. On va prêter de l'argent à un opérateur, à une filière, en se disant cette filière, cet opérateur sera en mesure de me rembourser et de me payer ce supplément, cet intérêt pour l'avance que je lui ai faite. Et donc à un moment, ça se renouvelle pas automatiquement. On se repose la question à chaque fois, du moins dans le domaine bancaire, de se dire est-ce que j'ai toujours autant confiance dans cet opérateur ou dans cette filière ? Et on commence à avoir des signaux comme quoi la confiance, elle s'est un peu effritée. Il y a une demande de montrer patte blanche financière supplémentaire. Et ce qui a un peu réveillé tout le monde, c'est on a parlé des dates de paiement Hubert. La date de paiement du 5 juin, et ben dans les 48 heures avant cette date de paiement, branle-bas de combat, on apprend que effectivement des opérateurs auront des difficultés à honorer ces paiements. Du coup, le comité Champagne, l'interprofession émet une décision qui permet le report éventuel de ces paiements. Alors c'est une autorisation ou tout le monde va le faire ? Alors, c'est une possibilité, tout le monde ne le fera pas. C'est une possibilité qui est laissée aux opérateurs, aux acheteurs de raisins, de reporter ces paiements. Très concrètement, dans le cas le plus courant à notre connaissance, ça s'est passé par la possibilité d'escompter ce paiement. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi, ça ? Je suis vendeur de raisins, vigneron. On m'explique que le 5 juin, j'aurai pas mon paiement habituel. Mais si j'ai besoin, moi, en trésorerie de la valeur de ce paiement, je peux demander à mon organisme bancaire un escompte, une avance sur ce paiement, et tous les frais qui seront engendrés par cet escompte seront pris en charge par l'acheteur qui essaie de gagner du temps. Donc ça ne coûte rien au vigneron. Il est payé par la banque. Il est payé par la banque qui elle-même se remboursera avec la maison de négoce à l'échéance reportée, à la date du report, et les intérêts que coûte ce prêt, entre guillemets, oui, sont supportés par la maison de Champagne. C'est ça, mais ça revient à ce qu'on disait en début, Hubert, c'est la confiance. C'est que d'habitude, on a un contrat pluriannuel passé avec une maison. On a signé un papier disant que pendant tant d'années, on allait voir ces raisins être achetés avec un rythme défini. Et donc, il y a une rupture de cette confiance parce que... Il y a une rupture du contrat surtout. Le contrat n'est pas respecté. Alors, le contrat ne devient pas caduc pour autant. Oh, d'accord. D'où l'importance de la décision interprofessionnelle qui permet dans le cadre des contrats de le faire, mais ça veut dire que tout le monde est un peu échaudé en se disant « Oh là là, moi je pensais pas que ça pouvait arriver, je vais avoir une démarche en plus à aller faire ». Je pense que les lignes téléphoniques de nos partenaires bancaires ont crépité autour du 5 juin, et tout ça secoue un peu la filière en se disant clairement, on commence à rentrer dans le dur en tout cas. Alors, très clairement, on a des maisons de Champagne qui sont en difficulté de trésorerie, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argent. Alors comment les choses peuvent se régler à ce niveau-là ? Est-ce qu'on voit apparaître des solutions, sachant que ces maisons de Champagne ont quelquefois 4 années de stock en cave, que ces stocks-là, ils les ont payés relativement cher, et qu'ils ont l'obligation, s'ils veulent garder une marge bénéficiaire, de vendre le champagne issu de ces stocks à un prix minimum. Or, le prix, aujourd'hui, le marché le refuse. C'est ça, et la valeur de ce stock, en fait, est quand même tributaire de l'état du marché, parce que c'est ce qu'on appelle le cours. Si on devait vendre toutes ces bouteilles sur le marché dit du LAT, combien elles valent vraiment ? Maintenant, quand les ventes ne sont pas au beau fixe, la valeur de ce stock n'est pas la même que quand le marché est dynamique et tire. Donc ça rajoute un élément d'inquiétude pour la banque. Alors, comment on sort de ça ? Très souvent, on serait dans le milieu des startups, Hubert, ce serait très simple. Ce sont des entreprises qui
je vais caricaturer, je m'excuse, mais qui en tout cas pendant de nombreuses années ne gagnent jamais d'argent et passent leur temps à faire des tours de table. C'est le cas de la belle entreprise de Monsieur Musk qui vient de faire une introduction en bourse alors qu'elle n'a jamais gagné de bénéfices et qui lui permet d'être maintenant l'homme le plus riche du monde. Et les gens se précipitent parce qu'ils croient à demain et à la possibilité des gains à venir remettre de l'argent dans ces structures. Bon, là c'est à la fois la même chose et très différent, c'est de faire remettre des nouveaux partenaires autour de la table qui vont apporter de l'argent pour rembourser cette dette. Encore faut-il qu'ils croient vraiment au potentiel demain de ce que peut leur servir d'avoir des parts de telle ou telle maison de champagne. Et donc là, il y a une affaire qui nous concentre tous en Champagne, c'est l'arrivée du géant mondial de la bulle qui est allemand, Henkel, et qui se dit intéressé par prendre une participation substantielle, le montant n'est pas encore connu, on devrait le savoir fin du mois de juin, dans un des plus grands groupes champenois. Et clairement, c'est à peu près la même chose. On fait rentrer quelqu'un de nouveau qui va remettre de l'argent disponible pour aider à refinancer et à remettre de la confiance. Le tout, c'est que lui soit persuadé de la valeur en moyen long terme. Et ce géant mondial de la bulle, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est une marque vraiment premium dans la bulle. Voilà. Aujourd'hui, c'est un géant du Cava, du Prosecco, du Sekt. C'est un Allemand, donc le Sekt, vous vous doutez bien d'où ça vient. Et ils avaient une toute petite maison de champagne pour le moment, enfin toute petite, de moindre envergure. Et vu la taille du groupe, qui quand même l'an dernier, je tiens à le préciser, faisait un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros en vendant de la bulle, et ils arrivaient encore à avoir une croissance de près de 1% dans un marché mondial du vin qui est déprimé. Donc cet opérateur... Mais essentiellement sur les effervescents qui sont pas si déprimés que ça. C'est exactement. Ils font mieux que la moyenne des effervescents, et les effervescents, c'est déjà le segment le moins déprimé. Donc aujourd'hui, on a un opérateur qui est plutôt en forme, dans une filière qui va très mal. C'est normal qu'il fasse ses courses. Alors, ça veut dire que c'est normal qu'ils fassent ses courses, c'est-à-dire qu'ils viennent en Champagne acheter quelque chose qui est prestigieux, qu'ils viennent en Champagne à la faveur de maisons en difficulté, parce qu'une maison en difficulté, ça veut dire que le prix d'entrée dans cette maison, il baisse au fur et à mesure que les difficultés augmentent dans la maison, et ça veut dire surtout qu'il a un espoir important sur le futur et sur sa capacité à un jour ou l'autre gagner de l'argent avec cette maison-là. C'est ça, exactement. Mais en même temps, il doit lutter contre les propriétaires actuels qui veulent pas perdre le contrôle. Toute la négociation, elle va être là, et le but, c'était de dire combien de temps on peut négocier. On nous avait parlé de délais très très courts au début, de l'ordre de 15 jours, enfin c'était vraiment extrêmement serré. Et le but, par exemple, de refinancer les obligations, comme vous disiez en début d'interview, c'est de redonner un peu de temps, de desserrer la pression pour qu'on trouve un accord le plus gagnant-gagnant. En tout état de cause, toutes ces actions qui consistent à restructurer la dette, à restructurer l'endettement, à faire en sorte que la trésorerie remonte à un niveau positif, toutes ces manœuvres-là qui sont dans les bilans et dans les entreprises, elles sont basées sur le fait d'une reprise du marché. D'une reprise du marché. Et ce marché, on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'est pas en très grande forme. Eh bien, ça nous donnera l'occasion, Bertrand, de nous retrouver dans une prochaine émission pour parler justement de la reprise éventuelle du marché en Champagne. Merci beaucoup pour vos explications et ne soyez pas trop inquiets, la crise n'est pas encore au plus dur et on ne sait pas si elle le sera. Merci beaucoup Bertrand, à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. À bientôt.